Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 8 novembre 2022. Petite revue de l'actualité d'aujourd'hui. Nous allons débuter avec ma vidéo d'hier, en fait, qui a pas mal fait jaser. Donc, c'est ma vidéo, en fait, qui pour le moment a les meilleures statistiques au niveau du visionnement. Personnellement, ça m'intéresse pas nécessairement. Par contre, ce que j'ai trouvé bien, c'est de voir que c'est la vidéo qui a accumulé le plus de commentaires depuis le début, en fait, de toutes mes autres. Et dans la majorité du temps, surtout parce qu'on s'entend que c'était une vidéo assez controversée, si on peut dire, là. Mais la plupart des commentaires étaient extrêmement respectueux et c'est exactement comme ça que je m'attendais à ce qu'un débat se fasse, OK? Alors, tant mieux si la vidéo fait jaser. Je pense que, justement, il va falloir qu'on se redonne une espèce d'habitude d'être capable de pouvoir discuter avec du monde de sujets qui nous passionnent, en fait, là, et qu'on soit capable de le faire dans le respect des autres. Alors, bref, en tout cas, j'ai bien gros aimé cette expérience-là. Je pense que vous aussi. On verra peut-être plus tard à refaire une espèce de vidéo sur peut-être quelqu'un d'autre, un autre influenceur ou quelque chose comme ça. On verra. Alors, nous allons maintenant regarder dans le Journal de Montréal. Une filiale d'Hydro fait des profits sur le dos de sa maison mère. La compagnie Ailo est en outre encore très loin d'atteindre les objectifs prévus lors de la création. Donc, quelle est la compagnie Ailo en question? Alors, nous allons tout simplement ouvrir l'article ici. Bon, alors, Ailo a tout récemment enfin révélé combien elle compte de clients, soit 20 000. Cette information avait jusqu'ici été tenue secrète par l'entreprise. La filiale d'Hydro-Québec, qui a pour but de mieux gérer les pointes de consommation, pourrait finir par coûter cher à Hydro-Québec. Lors des pointes critiques, Ailo peut préchauffer les résidences de ses abonnés et diminuer les températures à distance à l'aide de thermostats intelligents, ce qui lui procure de la puissance à revendre. Est-ce que ça vous tente, le contrôle social par une société d'État gérée par le gouvernement qui n'arrête pas de vous dire réduire votre consommation? Puis là, on est rendu maintenant avec une entreprise qui peut réduire votre consommation à votre place, à distance, puis vous n'avez pas votre mot à dire. Radio-Canada Info. Dominique Anglade quitte la vie politique. Y a-t-il quelqu'un qui s'en doutait pas de ça? Moi, entre autres, j'en avais parlé dans un des lives que j'avais fait là sur Radio La Chine. Alors, au lendemain des élections, bref, c'était évident que le PLC le PLQ allait pas laisser passer une occasion de changer la chef qui a probablement offert au parti, un des plus vieux partis du Québec, une des pires performances ever. Alors, Madame Bilderberg, ben, c'est bien désolé, mais vous allez devoir passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire de qui est-ce que ça parle le plus loin dans la revue de l'actualité. Donc, nous avons ici dans le Journal de Montréal, tanné d'être traqué, un milliardaire vend son jet bombardier. On va regarder qu'est-ce que l'article a à nous dire. Oups, non, c'est pas celui-là qu'on veut. Donc, l'avionneur québécois assure que la décision de Bernard Arnault, ça c'est Monsieur Sacoche Louis Vuitton. Alors, l'hostilité croissante envers les jets privés a récemment poussé l'un des hommes les plus riches du monde à vendre son avion bombardier. Le grand patron de la multinationale des sacoches, non, excusez ça, il est le big boss de Bombardier, assure toutefois qu'il n'est pas inquiet. Donc, on nous reparle en fait là qu'il y avait un jeune Américain qui avait développé une application pour être en mesure de suivre, de tracer l'avion privé de Elon Musk, OK? Alors, bref, plus tard,
Il y a des Français, en fait, là, qui ont fait la même affaire avec l'avion du Big Boss, en fait, là, de la compagnie de sacoches de luxe pour madame, qui est pas content. Alors lui, il dit non, il dit moi, je vais vendre mon jet à cette heure, j'aime pas ça que vous sachiez où est-ce que je m'en vais, OK? Alors, à la place, ben là, à cette heure, il loue des jets privés, OK? Alors, on sait très bien que les ultra-riches, ça ne leur tente pas qu'on sache qu'ils se rendent dans des îles privées avec des espèces de monsieur qui ont des tendances plutôt révoltantes, OK, de faire des affaires avec des enfants, mettons, comme par exemple des amis de, tu sais, bon, Bill Clinton, Bill Gates, OK? Alors, c'est sûr que ces gens-là, ça ne leur tente pas de savoir que leur avion est tracé puis qu'on le sait où est-ce qu'ils vont, hein? Donc, effectivement, les milliardaires vont continuer à faire leurs petites affaires en cachette, pendant que nous, on doit avoir les passeports de contrôle social absolu, on doit avoir notre passeport qui montre là, qu'on a bien été giblotisé, nos véhicules électriques peuvent être tracés à distance puis coupés à distance. Je vous ai parlé tantôt là, de l'application Hilo qui peut changer votre chauffage en plein hiver sans que vous le sachiez puis que vous ne voulez pas non plus, hein? Alors, c'est ça. Donc, mais c'est pas grave. Je pense que de plus en plus, c'est en train de rattraper les milliardaires. On a d'autres articles pour en parler. Donc, l'identité numérique. On en parle beaucoup. On aime ça, l'identité numérique. Donc, on a ici la presse, des sites du gouvernement du Québec en panne. Les utilisateurs qui tentent de consulter une page sont accueillis par un « oups » en gros caractères. Donc, en tout cas, la grosse majorité des sites du Québec étaient en panne hier. Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer avec l'identité numérique? Non. J'en parle régulièrement, mais régulièrement, j'ai tout simplement des nouvelles qui nous disent que on est loin de ça, OK? Puis si jamais ça vient qu'à se faire, là, ben ça va tout le temps être planté. Sans parler des attaques des cyberpirates que je pense que j'ai un article qui s'en vient qui va en parler justement de ça. Ah, eh bien, justement. Donc, nous avons ici une publication de McKinsey, nos amis McKinsey, les mondialistes. La firme conseille des mondialistes qui sont experts dans tout, mais dans rien. Alors, ils nous expliquent qu'en 2025, les attaques les cyberattaques, en fait, vont coûter environ 10,5. Oh, c'est pas billion, c'est trillion. Aïe aïe, OK, donc 10,5 trilliards. OK, donc 1 trilliard, c'est 1000 milliards. Donc là, on nous dit que ça va coûter 10,5 trilliards par année, les cyberattaques, OK? Donc là, ils nous disent en fait que c'est une espèce de manne pour les compagnies de cybersécurité, OK, qui sont évidemment de la corruption, bien entendu, mais l'affaire, c'est que de plus en plus, les gouvernements se tournent vers, justement, la cybersécurité. Donc, je viens tout juste de parler, entre autres, là, de l'identité numérique. Donc, évidemment, les compagnies les cyberpirates, ben, ils ont très hâte que ça se fasse, ça, là. Et en bout de ligne, ben, c'est qui va ramasser de l'argent? C'est les compagnies de cybersécurité. Est-ce que les compagnies de cybersécurité, ça sert à quelque chose? Est-ce que ça produit de la richesse? Est-ce que ça nous nourrit? Est-ce que ça donne des emplois qui ont de l'allure? Pas vraiment. Donc, c'est des compagnies qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de main-d'œuvre, OK? C'est ça. Donc, encore une arnaque là, des mondialistes, tout simplement. Mais McKinsey, on va en parler encore un petit peu plus loin. Dans le monde, Emmanuel Macron veut interdire l'exploitation des fonds marins. Donc, on n'a plus le droit de miner la terre, on n'a plus le droit de miner dans les sols marins, qui composent à peu près 75% du globe, OK? Qui est, selon moi, probablement l'avenir du minage, OK? Que ce soit au niveau de l'exploration, admettons, pétrolière, entre autres, et de toutes sortes de minerais. Donc, tu sais, le sol marin, c'est constitué de la roche puis toutes sortes d'affaires. Fait qu'on pourrait effectivement aller explorer puis exploiter des ressources là-dedans. Mais là, Macron, il veut plus. Fait qu'on va aller chercher nos ressources où, là?
dans l'espace. Théoriquement, ça serait un move logique. Tu sais, il y a plein de roches, des astéroïdes qui servent à rien, qui se promènent dans l'espace. On pourrait possiblement aller miner des affaires là-bas puis ramener le stock site. Mais pour ça, ça va prendre des investissements majeurs dans l'exploration spatiale. Mais non, à la place, on continue à faire des investissements dans les cochonneries de cybersécurité. On a des problèmes de cybersécurité à cause que les mondialistes nous emmènent vers ça, là. Fait que là, ça a créé un problème, un énorme problème. Fait que les mondialistes, à part régler des problèmes, à part provoquer des problèmes qu'on est obligé de régler après ça, puis à des coûts de 10,5 trilliards de dollars, en tout cas. Bref. Donc, ça va nous prendre des ressources, mais on ne pourra plus aller les chercher nulle part. Après ça, on vient nous faire croire que les mondialistes ne veulent pas la dépopulation, l'appauvrissement de la société, la misère. OK, bon, écoutez, ça, c'est une publication que j'ai vue passer hier sur Twitter. Donc, toute la famille de Donald, le non-aimé, en fait, Orange Man Bad, OK, parce qu'on peut même plus dire son nom sur YouTube, sinon autrement, on peut se faire démonétiser nos affaires. Alors, il y a eu une espèce, en fait, là, de rumeur comme quoi que The Orange Man Bad, toute sa famille était à un rallye qu'il a donné hier, et là, en fait, il y en a qui pensaient qu'il allait annoncer, en fait, là, sa recandidature pour les élections de 2024 hier. Ce qui aurait été probablement le pire timing ever. Alors que, on va en parler plus tard, parce que j'ai encore des nouvelles qui s'en viennent. En fait, je vais en parler tout de suite, mais là, aujourd'hui, c'est les élections, les midterms aux États-Unis. Fait que là, si hier, il avait fallu que des Orange Man Bad, ça aurait probablement tout fait chier. En fait, la belle progression que les républicains ont faite, beaucoup, pas nécessairement grâce à lui, OK? Fait qu'en tout cas, finalement, tout ça pour dire que ça s'est pas fait. Des counter-signals. La Chine a secrètement fondé, en fait, tu sais, comment on pourrait dire ça, là, tu sais, donner de l'argent, en fait, à des candidats, tu sais, pour les élections en 2019 au Canada. Donc, tu sais, ils ont financé les élections des candidats, puis, tu sais, c'était pas rien que des candidats du Parti communiste de Trudeau, là. C'était des candidats qui pensaient qu'ils, pour eux, pourraient être pratiques. Alors, on entend parler régulièrement que les élections américaines sont bidouillées par le pays de l'empereur soviétique, là. Vous savez de qui je parle, parce qu'encore là, on peut pas dire ce mot-là, sinon on se fait démonétiser notre chaîne. Je vous le dis, c'est rendu grave, OK? Alors, c'est ça. Donc, les Américains, les élections sont tout le temps bidouillées par le plus gros pays du monde, OK? Alors que là, c'est dans des counter-signals qu'on apprend que la Chine, en tout cas, essaye de bidouiller les élections du Canada. Le Journal de Québec. Alors, qui peut prendre la place de Dominique Duvalier-Anglade? Possible successeur à Dominique Anglade au PLQ. Denis Coderre. Denis Coderre. Ouais. OK. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus à ça? J'espère que vous avez ri un petit peu. Moi, sur le coup, j'ai ri, OK? Là, c'est parce que là, la nouvelle, je la sais. Fait que là, je ris pas, là. Mais sur le coup, j'ai ri. OK? Honnêtement, là, j'ai ri. Alors, ici, dans le rtbf.be. Bon. Alors, le scan. Les éoliennes sont-elles vraiment des faucheuses d'oiseaux? Alors, ça vaut la peine qu'on aille voir dans l'article, OK? Parce que je vais vous lire un bout de l'article qui est un petit peu comique. Oh, non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. OK, donc... Ah, c'est correct, là.
Bon, donc, les éoliennes sont-elles vraiment des faucheuses d'oiseaux? Les éoliennes sont-elles un danger pour les oiseaux? L'argument revient souvent dans la bouche des opposants au développement de l'éolien. Donc, c'est pas pour rien que j'appelle ça les coupe-gorges pour oiseaux. Okay? Mais cette mortalité est-elle une réalité? Peut-on la quantifier? Le scan fait le point. Les éoliennes, c'est mal parce que ça tue les oiseaux. Voici une phrase que vous avez peut-être entendue ou lue quelque part autour de vous, et moi-même, j'en parle régulièrement. Peut-être à grand renfort de visuels effrayants comme celui ci-dessus, accompagné de chiffres tout plus inquiétants les uns que les autres, mais qu'en est-il vraiment? Que des éoliennes aient déjà causé la mort d'oiseaux, cela semble être une certitude. D'ailleurs, on trouve très facilement, en quelques clics, des images de corps d'oiseaux, blablabla. Alors, voici qu'est-ce que l'espèce de monsieur ici. Alors, si vous le regardez, j'imagine que vous avez certains jugements envers lui. Alors, écoutez qu'est-ce que le gars a à dire. Les effets sur la biodiversité, sur l'avifaune. Donc, l'avifaune, ça, c'est la faune des oiseaux, aviaires, OK, avifaune. De ce parc éolien ne seront pas principalement de la mortalité. Bon. Donc, on a plutôt un parc qui va créer de l'effarouchement. Les oiseaux vont déserter l'endroit. Il n'y a pas un lien de cause à effet direct. OK. Donc, on installe un parc d'éoliens. Les oiseaux vont être effarouchés, donc ils vont sacrer leur camp à cause du parc des éoliennes qui leur fait peur. Mais il vient nous dire qu'il n'y a pas un lien de cause à effet direct. OK. La première cause de disparition des oiseaux de nos campagnes, ce n'est pas les éoliennes. Donc, il ne nous dit pas que ça n'est pas une cause, mais c'est une cause. Donc, les causes sont identifiées. C'est principalement la perte d'habitat. Donc, si vous faites un parc d'éoliennes, c'est une perte d'habitat pour les oiseaux qui s'en vont. Donc, les parcs d'éoliennes sont principalement responsables de faire fuir les oiseaux. Puis là, après ça, il vient nous dire que les oiseaux ont plus d'habitat où vivre. OK? Donc, la perte de zone où les oiseaux peuvent se reposer, peuvent se nourrir. Et donc, les éoliennes ne sont pas la cause première de disparition de l'avifaune. C'est quoi? C'est la deuxième cause au pire? À égalité avec le fait que... Je sais pas. Mais c'en est une cause, OK? Alors, voyez-vous, le gars, dans le petit paragraphe que je vous ai dit là, c'est lui-même auto-contredit à je ne sais pas combien de reprises, OK? Ça, là, le gars qui est là, c'est le genre de personnes qui sont écoutées, qui font partie, en fait, des apocalyptiens du climat, que les gouvernements puis les mondialistes écoutent. Ce gars-là qui vient de dire des affaires qui se tiennent pas debout, OK? Et d'ailleurs, donc, vous avez justement l'autre article ici. Pour les gens qui veulent avoir des panneaux solaires fabriqués en Chine. Donc, là, on est ici Total Energy. Donc, ça, c'est une compagnie qui, à la base, il fait dans le pétrole. Mais là, à cette heure, ils ont aussi là, des panneaux solaires. Donc, Total Energy a annoncé des frais supplémentaires pour ses clients disposant de panneaux photovoltaïques. Il s'agit du troisième fournisseur à prendre cette décision. De quoi inquiéter les propriétaires d'installations photovoltaïques. Donc, on est supposé installer des coupe-gorges pour oiseaux pour sauver la planète. On est supposé installer des panneaux solaires fabriqués en Chine pour sauver la planète. Et de quelle façon est-ce que on vous récompense? On va augmenter, on va vous donner des frais supplémentaires. Au même titre que quand vous allez avoir un char à batterie, pour sauver la planète, on va vous arriver avec une taxe kilométrique. OK? Pour vous pénaliser. Fait que là, non seulement on ne peut plus se déplacer comme on veut, d'avoir notre liberté à la limite avec un char à batterie, prenez le transport en commun, qu'on va parler plus tard d'ailleurs, vous installez des panneaux solaires fabriqués en Chine sur votre maison pour aider, on va quand même vous charger plus cher.
C'est vraiment une catastrophe, sérieux, vers où qu'on s'en va, là, c'est... Tu sais, les apocalyptiens du climat disent que l'apocalypse, c'est le climat, mais l'apocalypse, en fait, c'est les apocalyptiens. Bon, encore ici. Dans Réussir, nourrir votre performance. Alors écoutez, j'ai lu l'article parce que je ne connais pas cette source-là, mais l'article me semblait tout à fait crédible, OK? Donc nous avons ici, comment McKinsey compte influencer l'évolution de l'agriculture française. Donc l'article nous parle comment est-ce que McKinsey va améliorer l'évolution de l'agriculture française. Alors, pour nous rappeler qu'est-ce que c'est en fait McKinsey. Donc, j'ai fait un beau petit texte ici. Alors, McKinsey, c'est comme Bill Gates. Une entreprise qui donne son avis sur tout, sans avoir aucune expertise dans rien, de la gestion d'un système public de santé, en passant par les projets d'une société d'État qui produit de l'hydroélectricité, pour ensuite organiser une campagne de giblotisation mondiale, parler de cybersécurité et pour bifurquer vers la production agricole. Écoutez, moi j'ai une certaine culture générale et il y a des gens qui m'ont déjà traité de petit Joe connaissant parce que je parle de toutes sortes d'affaires puis je donne mon avis sur tout. Fait qu'on m'a aussi traité de gérant d'estrade. Donc Bill Gates, c'est un gérant d'estrade et c'est un petit Joe connaissant. Vous avez McKinsey qui est une entreprise qui fait un petit peu la même affaire. Le problème avec Bill Gates et McKinsey, c'est qu'ils ont du pouvoir. Ils ont de l'influence. Donc, c'est quoi? Non, mais écoutez, pouvez-vous me dire quel est le lien? Tu sais, parce que je vous en ai parlé, là, la gestion du système public de santé, c'est arrivé au Royaume-Uni, ça. McKinsey était supposé aider le gouvernement britannique à réorganiser son système de l'anti-santé. Après ça, la semaine passée, je vous montrais qu'Hydro-Québec, ou l'autre semaine d'avant, il y avait des conseillers de McKinsey qui étaient dans les réunions de Hydro-Québec. Quel rapport, OK? Après ça, donc on sait que la gestion de la pandémie au Québec, c'est tout McKinsey. Autant les confinements, les mesures de contrôle social, la campagne de giblotisation. Après ça, on a vu tantôt l'article qui nous parle que là, la cybersécurité, ça devient une priorité. Encore McKinsey. Puis après ça, là, on est rendu qu'on parle de production agricole. Mais c'est quoi le rapport là-dedans? Aucun rapport, OK? Mais c'est eux qui veulent révolutionner le monde. Une gang d'illuminés qui n'ont aucune idée de quoi ils parlent, là. Puis c'est eux qui décident tout. Donc la France est en train de donner le contrat à McKinsey de révolutionner la production agricole. Puis on a vu qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. OK? C'est fini le diesel, fini les engrais, terminé. Puis là, ben, en plus, on voit maintenant que y a de la campagne en France qu'ils ont été obligés d'installer des coupes-gorges. Fait que ça, c'est plus des terres qui peuvent servir à faire de la production agricole. OK? Mais ça, c'est tout McKinsey encore qui est en arrière de ça. Et qui est en arrière de McKinsey? Forum économique mondial. Bon. OK. On continue encore là, dans l'apocalypse du climat. Le Journal de Québec, actualité, climat. L'humanité doit choisir entre solidarité et perdre la vie de façon prématurément collectif, lance le chef de l'ONU. L'ONU, encore une gang de mondialistes, OK? Alors, voyez-vous les mots qu'ils utilisent pour nous faire croire qu'il y a une pseudo-crise, OK? Que si on fait pas, qu'on prend pas des mesures pour essayer de changer ça, ben en fait, là, l'humanité au complet va mettre fin prématurément à sa vie. Alors qu'on sait que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que je le dis ici. C'est comme cela que les mondialistes veulent nous vendre le véritable s'enlever la vie prématurément, collectivement. En disant que si on ne fait pas s'enlever la vie collectivement, prématurément, on se enlèvera la vie collectivement, prématurément. Désolé les mondialistes, votre néo-facho-communisme verdo-technocratique ne nous intéresse pas. En plus que pendant que nous faisons tous les sacrifices, vous continuez à voyager
partout dans le monde pour discuter de comment nous éliminer sans que ça paraisse trop. Alors justement, voyez-vous, j'ai d'autres articles ici. Donc, voyez-vous, dans leséchos.fr, au rythme actuel, 93% des entreprises n'atteindront pas leur cible d'émissions, de réduction d'émissions. Là, les entreprises qui emploient des gens, que ça leur permet de gagner leur vie, de nourrir leur famille. OK. Puis là, là-dedans, on apprend qu'il y a beaucoup d'entreprises que c'est des compagnies pétrolières, là, entre autres, OK? Fait que c'est ça. Donc, les compagnies pétrolières, il faut toutes les arrêter. C'est ça qu'ils veulent. Ensuite, ici, donc dans le BFM TV, COP27, le GIEC considère l'objectif de 1,5 degré de réchauffement climatique inatteignable, désormais hors d'atteinte. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? 1,5 degré. OK? Ensuite, c'est pas 1,5 degré par année, c'est 1,5 degré de plus que la moyenne. OK? C'est ça l'histoire en plus, là. Donc, COP27 en Égypte, dans ici Radio-Canada. Les pays riches appelés à payer pour les catastrophes du climat. Donc, appauvrissons les pays riches qui ont réussi. Donc, quand que je vous parle de la tiers-mondisation, c'est exactement ce que les mondialistes veulent, c'est de tiers-mondiser l'Occident. OK? Donc là, ici, on a les pays riches qui doivent se tiers-mondiser. CNews.fr. Quels sont les 3 pays au bilan carbone négatif? Donc, c'est-à-dire que, tu sais, en fait, ils consomment plus de CO2 qu'ils en émettent, OK? Alors, ça vaut la peine qu'on rouvre l'article parce que je vais vous donner le nom des pays, puis vous me direz si vous savez c'est quoi ces pays-là. Le Bhoutan. Le Bhoutan est situé en Asie. Le Bhoutan est le pays qui a enclenché le mouvement vers la neutralité carbone le plus tôt, avec une politique mise en place dans les années 70. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du Bhoutan? Non, parce que c'est un pays qui... c'est un petit pays de marde. Ben, en fait, c'est un pays qui... c'est probablement super beau parce qu'ils font beaucoup de tourisme, entre autres, OK? Mais c'est pas grave, personne n'a entendu parler du Bhoutan. Bon, on continue. Le Panama. OK, ça c'est bizarre, là. Le Panama a réussi le pari du bilan carbone négatif en limitant sa pollution et préservant ses forêts grâce à des politiques tournées vers les énergies renouvelables, la réduction des déchets, gna 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 gna. Mais le Panama, c'est quoi aussi, ça? C'est le canal du Panama, où ce qui traverse des milliers de bateaux par année, qui rallient l'Asie vers chez nous, OK? Comment est-ce que les émissions du canal de Panama ont été entrées là-dedans? C'est impossible, OK? Fait que je sais pas comment ils ont fait pour bidouiller leurs chiffres, là, mais ça c'est impossible. Ensuite, le 3e pays, le Suriname. Donc, s'appuyant sur la préservation de ces forêts qui composent 93% de son territoire. Le Suriname a un bilan carbone négatif depuis 2014. Donc, au-delà de cette initiative, la nation d'Amérique du Sud, y a-tu quelqu'un qui sait c'est où le Suriname, sérieux? Fait que c'est ça. On n'en a aucune idée. Puis, c'est pas des pays qui font partie du G20 non plus, hein? Avez-vous remarqué? Fait que ça redevient la tiers-mondisation. Ensuite, Journal de Montréal, climat. L'humanité doit choisir entre solidarité... Ah, OK, non, c'est l'article en question que je vous ai dit tantôt. Incroyable. Incroyable. Mais les mondialistes veulent notre bien. Ensuite, le monde. En pleine croissance démographique, les mégapoles africaines face aux besoins de transport en commun. Regardez, je vais vous montrer une image là, de quoi ça a l'air en fait là-bas. Là. Puis vous allez me dire comment ils pourraient faire du transport en commun. Voyez-vous l'image là? En tout cas, moi, j'ai déjà suivi, vous savez, les anciens Top Gear qui sont devenus maintenant de Grand Tour.
avec Jeremy Clarkson, puis tout ça. Ils sont déjà allés, entre autres, en Afrique, OK? Puis je me souviens pas dans quelle ville qui était, mais c'était une des capitales d'un des gros pays africains. Puis ils sont restés pognés la journée complète dans le trafic, OK? En tout cas, je ne sais pas comment vous voulez implanter du transport en commun dans une affaire de même, là. Mais, en tout cas, moi, de toute manière, ça en revient au fait que j'avais ici comme message que, alors qu'on s'acharne sur les pays occidentaux qui ont tous un taux de natalité inférieur à 2, donc c'est-à-dire que la population occidentale ne se renouvelle pas, le problème est ailleurs. C'est pas nous qui avons regardé. Puis, tu sais, si on parlait pas que il y avait l'immigration massive, là, les pays occidentaux, ça fait longtemps qu'ils seraient sur le déclin. Puis là, vous avez vu tantôt les mondialistes, ils blâment les pays riches qui doivent payer pour les catastrophes climatiques. Et qu'est-ce que les mondialistes font? Au lieu de laisser la population occidentale diminuer par elle-même, donc ça réglerait les problèmes en eux, par eux-mêmes, si on peut dire, eh bien, ils permettent à des immigrants qui viennent de pays qui sont, que leur taux de natalité est explosé, que la population mondiale augmente à cause de ces gens-là, parce que si ça dépendait de seulement nous, la population, elle diminuerait. Mais là, on parle que le problème, c'est que ça leur prend du transport en commun. En tout cas, moi, je ne le vois pas vraiment de la même façon. Ensuite, dans l'usine nouvelle, la flambée des coûts de l'énergie fait bondir les tarifs du cloud. Donc, l'identité numérique dépend du cloud. OK? Le cloud, là, c'est un paquet d'ordinateurs dans une grosse bâtisse qui font rien que consommer de l'énergie puis faire de la chaleur au bout. Ça sert à rien d'autre que ça. Donc, ça, tu sais, nous, on n'a plus le droit de chauffer notre maison comme on veut, mais ça prend des bâtisses remplies d'ordinateurs qui servent à rien pour faire du contrôle social. Puis là, on apprend en plus que les tarifs d'énergie font bondir les tarifs du cloud. Qu'on n'a pas besoin, en passant. Mais c'est nous qu'il faut encore qu'on fasse des sacrifices. Puis on continue en installant encore plus de cloud qui consomme encore plus d'énergie, qui empire les problèmes de manque d'énergie, en tout cas. Mais ça, c'est encore les mondialistes, là. Voyez-vous? OK, le point. Le point. Donc, le point, là, c'est pas... c'est une affaire de la gauche, ça, là. C'est pas un média de la droite. Donc, nous avons ici le point. Les effets néfastes des transports en commun sur la santé. L'utilisation quotidienne des transports en commun peut générer des dégâts psychologiques et physiques graves chez les utilisateurs, rapporte le Figaro. Et qu'est-ce que je viens juste de vous parler? Les mondialistes veulent faire du transport en commun en Afrique. Et chez nous, d'ailleurs. Fait que vous avez encore, hier, avant-hier, tout plein encore d'articles là, de l'espèce de psychopathe de Bruno Marchand, le maire de Québec, qui, lui, malgré que il y a des sondages qui disent que il n'y a aucune adhésion sociale pour son Christy de tramway de marde, là, ben lui, là, il va à fond de train. OK? Donc, on va voir qu'est-ce que le transport en commun a comme impact, en fait, là, sur la population. Donc, ils sont utilisés par des millions de Français au quotidien, mais peuvent avoir des conséquences désastreuses sur leur santé. Comme le relaie le Figaro, jeudi 3 novembre. Une étude scientifique publiée par l'Office for National Statistics, qui correspond à l'INSEE au Royaume-Uni, montre que les salariés qui privilégient les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail développent davantage de stress que ceux qui optent pour le vélo ou encore la voiture et jusque 3 fois plus de stress que ceux qui s'y rendent à pied. Parmi les types de transport, le bus serait le plus anxiogène. Mais là, c'est pas terminé. Donc, en effet, plus le trajet dure et plus l'anxiété impacte directement le bien-être des utilisateurs. Mais d'autres facteurs tels que la densité de population, donc les grandes villes, l'incertitude de potentiel retard,
le sentiment d'insécurité avec la violence dans les transports en commun et les nombreuses incivilités augmentent également le stress des passagers. Qu'est-ce que ça veut dire? Le transport en commun, c'est de la merde, OK? On n'en veut pas de ça. Et puis d'ailleurs, ici, voyez-vous, là, on vient de voir que le transport en commun a des impacts négatifs sur la santé mentale de la population et la santé physique aussi d'ailleurs. Mais là, vous avez ici dans le monde, transport, rompre radicalement avec les habitudes du passé. Écoutez ça, là, ça n'a aucun bon sens. Notre système de transport fait aujourd'hui face à une crise écologique, sanitaire et sociale et doit être repensé, estime Morgane Créache, ou Créac, je ne sais pas, directrice du réseau Action Climat, donc encore des apocalyptiens du climat, dans une tribune au Monde. Les solutions impliquent d'abandonner tout recours aux énergies fossiles et de sortir de la logique du tout-voiture. Je vous laisse imaginer quel serait l'impact du fait de tout de suite maintenant arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Tout de suite. C'est ça que cette espèce de folle-là voudrait qu'on fasse, OK? Journal de Montréal. L'inflation force les aînés à s'endetter à outrance. Qui a voté pour la CAQ? Les aînés. Continuons! BFM Business. Pourquoi les 50 usines les plus émettrices de CO2 de France vont être reçues à l'Élysée? Pour parler évidemment d'émissions de gaz à effet de serre, voyons donc. Alors, nous allons voir quelles seront les usines en question qui vont être reçues par Emmanuel Macroute, qui s'est fait abuser de lui par une vieille madame quand il était kid, OK? Donc, Emmanuel Macroute réunit demain les représentants des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France afin de les pousser à accélérer leur décarbonation. Bon. Alors, c'est qui exactement? Des acteurs de la pétrochimie, métallurgie et de la construction. Donc, du pétrole, du métal, puis construire des affaires. Donc, utiliser plus de gaz, plus de métal, qui est utilisé partout le métal, puis les constructions, pareil. Puis dans la construction, on parle entre autres là, du béton. OK. Les condominiums qui servent à faire de la densification des grandes villes pour nous entasser toutes dans des Christie de buildings de marde sont faits en béton. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Regarde, je les comprends pas. De toute façon, il n'y a rien à comprendre d'eux, en fait, là, sérieusement, là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. Dans le Daily Mail, dans la section santé, on apprend que, tu sais, la fatigue chronique, tu sais, l'humeur basse, tu sais, être à bout de souffle sont des symptômes, en fait, d'une déficience de vitamine B12. Les véganes sont spécialement à risque. Les mondialistes veulent nous pousser à devenir véganes. Et voyez-vous, qu'est-ce que ça a comme impact sur votre santé? Puis on nous parle même en plus que ça l'affecte là, le cerveau. Une carence en B12. OK? Donc, devenez vegan, vous allez avoir une carence en B12, vous allez avoir des problèmes mentaux. On va vous envoyer dans le transport en commun qui vous donne des problèmes mentaux. Voyez-vous? Ils nous poussent tout le temps à la destruction, ces gens-là, complètement. Ici, dans le New York Times, donc j'en ai parlé tantôt, c'est les élections des midterms aujourd'hui. Mais il y a un phénomène astronomique extrêmement rare qui, comme par hasard, est arrivé en même temps. Donc, on nous parle depuis, écoutez, au moins un an facilement, que les midterms pour le Congrès et le Sénat, on annonce une red wave, donc une vague rouge, OK? Eh bien, imaginez-vous que le phénomène astronomique en question a fait que, par hasard, peut-être pas,
Est-ce que vous croyez aux coïncidences? Je ne le sais pas. Est-ce que vous croyez aux signes divins? Je ne le sais pas. Mais à minuit, là, c'est cette nuit, là, pas la nuit prochaine, là, cette nuit, à minuit, il y a eu une blood moon qu'on appelle. Donc, c'est une éclipse lunaire qui transforme, tu sais, en fait, là, qui teinte la lune en rouge. Une red wave, la blood moon. Est-ce que ça peut annoncer quelque chose, ça? En tout cas, voyez-vous, des fois, c'est des coïncidences. Fait que bref, j'ai vraiment hâte à 8 heures ce soir, là, parce que j'ai... en tout cas, moi, les élections, là, je pense qu'on a tout hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, en fait. Mais encore là, faut pas se faire trop d'attentes, mais les signes sont quand même encourageants. Voyez-vous, même la Blood Moon vient nous donner de l'espoir. Sud Radio, un sondage. COP27. Pour vous, la France doit faire davantage d'efforts dans une proportion de 9%, poursuivre cette voie dans une proportion de 2%, arrêter de payer pour les autres, une proportion de 89%, 24 000 votes. Donc, message aux mondialistes, on ne veut rien savoir de la destruction de l'humanité. OK? Dans le CNBC, les milliardaires émettent des millions de fois plus de gaz à effet de serre qu'une personne moyenne, selon une étude de l'Oxfam. Donc, quand on nous parle de ça, OK, vous devriez normalement vous attendre à ce que les riches se déplacent tout le temps en jet privé, comme Bernard Arnault, le propriétaire des sacoches de luxe pour les madames, Bill Gates aussi. Après ça, ce genre de choses-là. Après ça, qu'ils ont des voitures de luxe, qu'ils ont des maisons, plein de maisons, des gros yachts, ainsi de suite, qu'ils émettent de la pollution comme ça. Mais, Oxfam, c'est pas comme ça qu'ils en parlent. Ils disent que les milliardaires émettent des émissions de gaz à effet de serre à cause de leur investissement dans les entreprises dans lesquelles ils ont des actions. Donc, les milliardaires sont des investisseurs qui font rouler des économies, qui font rouler des business, qui donnent des emplois à des gens. Mais les mondialistes voient ça comme des émissions de gaz à effet de serre. Le fait qu'ils font rouler l'économie, qu'ils donnent des emplois aux gens, des façons de se nourrir, puis d'avoir un petit peu de bonheur. Les mondialistes voient ça maintenant comme des émissions de gaz à effet de serre. C'est des crises de psychopathes, OK? Sérieux, là. Alors, donc, ça met fin à notre revue de l'actualité d'aujourd'hui. Encore 40 minutes. Regardez, puis ça, là, c'est de l'accumulation de seulement une journée d'actualité. Donc, voyez-vous, là, c'est comme ça presque à tous les jours. OK? Donc, c'est un travail continu d'analyser, d'éplucher, puis de trouver les patentes de l'actualité pour essayer de comprendre, de faire des connexions entre certains articles que je vous ai juste montrés tantôt. En une journée, on est capable de créer des connexions sur plein d'articles pour se rendre compte qu'est-ce que les mondialistes veulent faire avec nous, OK? Donc, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Bye bye.